Donc aujourd'hui, on va parler de l'élevage de la chèvre. C'est la nouvelle édition actualisée. Donc c'est disponible sur le site de la CRAC. En fait, c'est un des livres que j'ai acheté en 2019 quand j'ai emménagé parce que j'étais évidemment intéressé par l'élevage de la chèvre. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, je vous dirais. Par contre, j'ai décidé quand même de le lire puisque, évidemment, j'ai fait des reportages avec Dominique Lamontagne, puis j'ai fait un autre reportage aussi sur une ferme d'élevage de chèvres, puis je me suis dit, on va parfaire nos connaissances en le lisant. Donc, évidemment, là, un petit point, c'est que ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. Donc, je l'ai lu avant l'été, puis là, on est au mois d'octobre en ce moment. Donc, on va y aller surtout avec les notes que j'ai prises. D'une manière générale, le livre est intéressant. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on est vraiment dans une grosse production. Donc, c'est sûr que si c'est pour une chèvre ou deux, personnellement, je vous conseillerais beaucoup plus le livre de Dominique Lamontagne, euh, s'inscrit beaucoup plus dans une optique paysanne. Donc, celui-là, on va être sur l'élevage de chèvres avec une centaine de chèvres, voire beaucoup plus. Donc, le livre fait 430 pages environ. Donc, si on regarde le quatrième de couverture, l'environnement socio-économique et l'économie de la production caprine ont grandement évolué depuis l'apparition du guide d'élevage, celui-là au fond en 2009. Cette nouvelle édition vous présente un chapitre 1 et 2 actualisé et vous invite à parfaire vos connaissances concernant la chèvre laitière, la chèvre de boucherie, la chèvre angora, à l'échelle de l'animal et du troupeau, que ce soit pour connaître les caractéristiques physiques et physiologiques de chacune d'elles, pour sélectionner les sujets en vue de la reproduction, de la production, pour optimiser les conditions d'élevage, l'élevage débutant ou expérimenté, blablabla. Donc, c'est évidemment un ouvrage qui est très pointu, qui a été rédigé par un ensemble de personnes, de vétérinaires, de producteurs, etc. Donc, ils sont vraiment en rédaction, ils sont quasiment une vingtaine. Donc, sur des travaux aussi de génétique, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très pointu, donc à prendre en considération si ça vous intéresse d'avoir de la lecture qui est vraiment très pointue. Si on regarde le chapitre, chapitre 1, environnement socio-économique, donc l'évolution de la consommation, les échanges commerciaux, survol de la production mondiale, l'effectif canadien, etc. Économie de production pour chapitre 2, donc le budget, tous les budgets associés à ça. Chapitre 3, génétique et sélection, donc ça c'est quand même... j'ai trouvé ça lourd un peu, là. Tout ce qui est génétique, là, bouffe, à un moment donné, on décroche un peu. Ensuite, conformation et expertise, reproduction. Donc, juste pour la reproduction, on va avoir près de 100 pages. Sécrétion lactée, donc tout le processus de sécrétion du lait, la lactation. Nutrition et alimentation. La santé, évidemment. L'aménagement et construction, donc des équipements, des bâtiments, etc. La conduite d'élevage, les outils de gestion, donc tout ce qui va être là pour encadrer, dans le fond, la régie de la production. Donc, on va regarder les highlights, ce que j'ai trouvé pertinent de vous partager. Donc, premièrement, à la page 1, on commence rapidement. En 2014, au Québec, les chèvres inscrites au contrôle laitier produisaient environ 805 litres de lait par année. Donc, 805 litres de lait pour une chèvre laitière. Donc, évidemment, dans un contexte encadré, là, vraiment production de lait. Comparativement à 10 131 litres pour une vache laitière de race Holstein. Donc, évidemment, ce qui est intéressant avec la chèvre, c'est qu'à l'échelle paysanne, on a une production en litrage de lait qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est pas une très grande quantité. Donc, quand même 805 litres, c'est beaucoup là, pour une année. Mais si on prend une vache, bon, évidemment, une Holstein, les Holstein, c'est les plus grosses productrices, mais 10 000 litres de lait, je veux dire, qu'est-ce qu'une famille fait avec 10 000 litres de lait? C'est c'est juste beaucoup trop de gestion. Donc, c'est pour ça aussi que la plupart des gens se dirigent vers soit des plus petites vaches ou les chèvres.
Donc, sinon, la digestibilité est supérieure de ces protéines. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à digérer le lait de vache, mais beaucoup moins pour celui du lait de chèvre. Ensuite, on va aller à la page 47 pour la race Boer, évidemment, qu'on a vu également dans un reportage. Donc, la Boer est utilisée principalement pour la production de viande. Son taux de fertilité est supérieur à 90%. Donc, c'est quand même une race qui se reproduit très bien. Et on dit que ça produit en moyenne de 1,6 à 2,25 petits par portée, avec un poids moyen de 4 à 5 kilos au moment de la naissance. Et on peut s'attendre à un gain journalier de 200 grammes sur pâturage naturel, donc 200 grammes par jour, et plus de 250 grammes en production intensive, c'est-à-dire là, nourri avec au foin et quelques suppléments, etc. Ensuite, ben, le poids final adulte de la femelle va se situer entre 70 et 90 kg, tandis que le mâle, lui, va atteindre de 105 à 135 kg. Ensuite, on va aller à la page 86 pour voir certaines terminologies. 86, c'est intéressant parce qu'on a toute la chèvre, au fond, toutes ses parties, avec l'écusson, l'arrière du pied, ligament, suspenseur, méridien. C'est toujours quand même intéressant là, l'aspect biologique avec toutes souvent des parties qu'on est comme pas habitué de nommer. Donc, avoir les mots justes, ça reste très intéressant. Page 92, on va aller voir la dentition. Donc, la dentition qui est... Bon, c'est assez dur de vous le montrer, mais la dentition qui est un bon indicateur au niveau de l'âge. Donc, on va voir... Juste ici, c'est 48 mois, 36 mois, 24 mois, 16 mois. Donc, ça... Quand on veut se faire vendre une vieille chèvre, on peut le savoir par la dentition, entre autres. 140, l'effet bouc. Donc, l'effet bouc, au fond, ils vont mettre un bouc dans un parc de femelles et ça va déclencher les chaleurs. Donc, ce phénomène tout perceptible lorsque le mâle est introduit au sein d'un groupe de femelles après une séparation d'au moins un mois. Ça a pour effet, c'est l'effet optimal, le bouc doit avoir été gardé. Pour un effet optimal, le bouc doit avoir été gardé dans un endroit éloigné des chèvres de façon à limiter les contacts olfactifs, visuels et auditifs. Donc, le bouc va être mis en contact avec les chèvres 2 ou 3 semaines avant la période à laquelle on désire les chaleurs. En début de saison, les chaleurs apparaîtront en moyenne 5 à 8 jours après l'introduction du mâle pour obtenir un pic de fécondation entre les 5 et 15 jours. Donc, c'est le bouc qui va déclencher les chaleurs si on le fait de cette façon-là. 150 reproductions libres. Donc, l'approche la plus simple consiste à introduire un bouc dans un parc de chèvres que l'on souhaite voir saillir. Le mâle va être laissé avec les femelles pour une durée d'environ 40 à 45 jours afin de couvrir au moins l'équivalent d'un cycle retour en chaleur advenant une non-fécondation du premier cycle. Donc, le ratio à respecter, c'est un mâle pour 25 à 30 femelles au maximum. Quand même un bon harem. 25 à 30, lâche pas bonhomme. Il est préférable de réduire le nombre de moitiés si le bouc est jeune, évidemment, puisqu'il ne possède pas assez de réserves spermatiques et que sa capacité physique est plus limitée. Donc, par ailleurs, si les chaleurs des femelles ont été synchronisées, donc, il est recommandé de ne pas dépasser un ratio de 1 mâle pour 7 chèvres. Donc, c'est sûr que si c'est pas tout le temps, les chèvres sont pas toutes en même temps, ben là, le bouc peut faire son travail, mais s'ils sont tous en même temps, il risque de se fatiguer, pauvre petit. 154, la gestation. Donc, la durée normale moyenne d'une gestation, c'est de 5 mois. Donc, environ 153 jours. Mais ça peut varier entre 144 et 155 jours. Donc, ça dit que c'est très peu influencé par la taille de la portée, le chevrettage, de quadruplet. Donc, souvent, ça va être devancé uniquement de 3 jours. Donc, ça reste sensiblement autour entre 144 et 155 jours de gestation avant la naissance. Page 205, l'alimentation. Je trouvais ça intéressant. Au fond, il parlait de la physiologie de la digestion puis de la façon dont il s'alimente.
Donc, leur 8 incisives inférieures se referment sur un bourrelet cartilagineux appelé le bourrelet dentaire. Donc, c'est un coussinet dentaire. Les caprins saisissent les aliments avec leurs lèvres et les coupent, s'il y a lieu, avec leurs incisives. Cette méthode donc de préhension leur permet de saisir des herbages qui sont plus courts que 2 cm. Donc, ce que ne peuvent pas faire les bovins, par exemple. Donc, je trouvais intéressant là, la façon dont la différence, au fond, entre les bovins et les caprins à ce niveau-là. C'est toujours particulier. Des fois, on les voit brouter, mais on se rend pas compte de ces aspects-là, de cette complexité-là. Une fois dans la gueule, les aliments sont d'abord mastiqués sommairement à l'aide des prémolaires et des molaires. Les jeunes mastiquent généralement plus longtemps que les adultes. Au cours de la mastication, des particules alimentaires sont réduites et d'importantes quantités de salive peuvent être sécrétées. Chez un caprin adulte, on évalue au moins à 10 litres la sécrétion salivaire quotidienne. Donc, c'est riche en substances tampons telles que le bicarbonate de sodium. Quand même, je trouve particulier 10 litres de sécrétion salivaire quotidienne. C'est sûr que faut que boire de l'eau, évidemment, il faut que ça suive ça aussi. Évidemment, de l'herbe, ça doit être quand même assez dur à digérer. Page 243, les phases alimentaires. Donc, les comportements alimentaires, donc ça parle des différentes phases. Donc, la phase exploratoire, la phase d'ingestion active et la phase sélective. Donc, la phase exploratoire, c'est la chèvre évalue ce qu'elle a devant elle. Donc, c'est relativement court comme phase. La phase d'ingestion active, donc la consommation d'aliments va être assez intense. Ça permet à la chèvre de satisfaire sa faim. Elle va remplir son rumen de fourrage. Elle va optimiser la fermentation ruminale dans ces conditions-là. Ensuite, la chèvre, elle ingère les aliments 2 fois plus vite, donc 600 à 750 grammes de matière sèche en 15 minutes, que la vache laitière. Donc, elle peut manger 2 fois plus vite qu'une vache laitière. C'est quand même particulier, hein? C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'ai noté justement parce que je m'y attendais pas. La phase sélective, c'est la dernière phase d'indigestion. Donc, les meilleures parties des aliments vont être choisies. Donc, au fond, elle trouve un peu sa nourriture, elle se bourre, puis elle finit avec le meilleur. On peut le dire ainsi. Donc, ça fait le tour un peu du guide. Donc, évidemment, c'est un guide qui est très pointu, hein, avec beaucoup de détails. Euh, Parfois trop, au sens où si on est juste dans une optique paysanne de le faire soi-même ou de le faire juste pour soi, ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de documentation, donc il faut faire un bon tri là-dedans. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même assez intéressant et bonne lecture à ceux que ça intéresse.